Samedi 8 janvier 1994, salle des fêtes de Saint-Ambreuil, Dominique Perben, alors maire de Chalon-sur-Saône, devient le premier président de la communauté de communes Châlons-Val de Bourgogne. L'intercommunalité est née. 17 communes, 47 conseillers communautaires qui se rassemblent autour d'un projet commun et qui décident de changer radicalement leurs relations de voisinage. À l'initiative de deux maires, Dominique Perben donc, et Roger Le Borne. Je suis venu habiter à Saint-Marcel, où c'était le pays des maraîchers. Donc Saint-Marcel avait voté socialiste en m'élisant comme maire. Donc on en a profité, c'était pas facile sur Saint-Marcel de faire passer ses idées. On habitait ici, on travaillait là-bas dans la ville-centre, on ne voit pas pourquoi la couronne n'aurait pas participé aux décisions, aux délibérations qui concernaient toute l'agglomération. Donc c'est moi qui ai fait la démarche, alors en créant déjà le SIVOM Accord. Alors SIVOM, syndicat intercommunal à vocation multiple, Accord, ça voulait dire association de communes pour la coordination de leur développement. En fait, on ne se connaissait pas entre maires de l'agglomération. Alors, il y avait des clivages politiques, évidemment, qui étaient peut-être plus sensibles qu'aujourd'hui. Moi, j'étais RPR, la première couronne était plutôt PS ou PC, puis il y avait une deuxième couronne qui était plutôt divers modérés favorables, comme on dit. Mais en fait, on ne se connaissait pas, on se voyait très peu. Donc, je me suis payé le culot d'aller voir Dominique Perben, maire de Châlons, et je lui ai proposé d'adhérer au SIVOM Accord. Donc, bien évidemment, c'est une provocation vis-à-vis de Dominique Perben, qui m'a dit « Non, vous imaginez que ce n'est pas possible ». Mais ça nous a permis de nouer des liens, un certain respect, et ce qui nous a incité à nous rencontrer très régulièrement pendant un certain nombre de semaines, à l'insu de nos propres amis. Le samedi matin, moi j'allais dans le bureau de Dominique Perben à Châlons, où on commençait à ébaucher les statuts d'une future communauté d'agglomération. Et on est vraiment parti de la stratégie économique. En fait, c'est parce qu'il y avait nécessité d'aménager des zones industrielles, d'avoir une stratégie de recherche d'entreprises à l'extérieur, etc. C'est à partir de là que la nécessité de travailler ensemble s'est imposée. Voilà le point de départ de notre prise de conscience. Et le constat qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire seul, il fallait les faire ensemble, et donc il fallait construire quelque chose, et on l'a fait, je crois, beaucoup tous les deux avec Roger Le Borne, et on a trouvé un mode de faire qui a convaincu un peu tout le monde. Puis après, les amis réciproques se sont rendus compte qu'après tout, on n'était pas si sectaire que ça, malgré qu'on ait toujours ses choix politiques, et qu'on était capable de travailler et de vivre ensemble. C'est ça une nation. Hein. Maintenant qu'ils sont convaincus, comment faire travailler ensemble ces maires, ces conseillers communautaires qui, auparavant, se connaissaient à peine? Dès le départ, nous avons été d'accord, Roger et moi, pour dire qu'il fallait que l'agglomération soit gérée dans le consensus politique. Ce qui n'était pas évident à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être plus fréquent. Et à l'époque, on a innové. C'est comme ça qu'on est arrivé à convaincre les uns et les autres. Et puis alors, la deuxième chose à laquelle je tenais beaucoup, et qui, à mon avis, a fait que les choses se sont bien passées, avant tout conseil de l'agglomération, on réunissait l'ensemble des maires sur un pied d'égalité. Et s'il y avait un maire qui s'opposait à un projet de délibération, on ne mettait pas ce projet de délibération à l'ordre du jour. Et je pense que ça, ce dispositif du Conseil des maires, a été un élément déterminant de la réussite de l'opération. Évidemment, ça prend plus de temps. Par exemple, lorsque un maire s'opposait à une délibération, on reprenait le dossier, on en rediscutait, on modifiait, on essayait de trouver une réponse qui satisfasse tout le monde. Ça prend plus de temps, mais c'est plus solide. Et c'est comme ça que ça a bien marché. C'est toujours un combat de tous les jours, ça, de faire que l'agglomération fédère les maires et non pas leur enlève quelque part une parcelle de pouvoir, mais au contraire agglomère les qualités de chacun. Et surtout, ce sont des projets que l'on maîtrise nous, en commun. C'est-à-dire que les maires, les élus, l'administration, voire les habitants,
se projettent dedans. C'est leur projet à eux. Ce pas des projets qui descendent du ciel par l'État, par les autres collectivités un peu plus éloignées. Ça doit être ressenti et senti par les habitants. C'est ce message-là qu'il faut arriver à partager pour que les choses se mettent en place de façon harmonieuse. Entre 1995 et 2008, date à laquelle j'arrive à la présidence du Grand Chalon, je pense que l'intercommunalité a connu, comme toutes les intercommunalités en France, cette évolution progressive et nécessaire. Je trouve qu'elle a été faite dès le départ avec Dominique Perben et Roger Le Borne dans un esprit extrêmement consensuel qui du coup a permis de franchir parfois certains blocages. Elle poursuivait avec le même esprit avec Dominique Juillot. Et pour ma part, en tout cas, j'ai y compris trouvé en Dominique Juillot quelqu'un avec qui je pouvais dialoguer sur les projets que j'avais pour le Grand Chalon. Donc, c'est vrai que c'est une structure qui, bien qu'elle soit soumise à l'alternance politique, est probablement une structure parce que portée essentiellement sur des projets qui a besoin de s'inscrire dans un temps long. Et si je veux faire un petit clin d'œil, quand je regarde derrière, aujourd'hui, dans ce qu'il fait, il n'y a pas de choses qui me paraissent ne pas être encore ces éléments-là, même si les intercommunalités de plus en plus deviennent des intercommunalités de service. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui change un peu la donne. L'agglo, c'est faire ensemble ce qu'on ne peut plus faire tout seul. C'est se dire qu'il y a des enjeux qui dépassent nos frontières communales et c'est faire en sorte que notre diversité soit une force et pas une faiblesse. C'est ça l'agglo. L'agglo, elle n'est pas là pour créer de l'uniformité. Elle est là pour faire travailler ensemble. Elle est là pour se dire il y a des sujets que l'on a en commun. J'ai toujours considéré que un peu comme dans un orchestre. Dans un orchestre, vous n'avez pas 250 violons. Vous avez des violons alto, vous avez des violoncelles, vous avez des basses, vous avez des cuivres, vous avez des percussions. Bon. Et on arrive à faire jouer tout le monde ensemble et à la fin, ça crée de l'harmonie. Voilà. L'agglo, le Grand Chalon, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer cette harmonie qui fait que la diversité de nos territoires, le cœur urbain, la Bresse, la Plaine Nord, la côte chalonnaise, tout ça est différent, mais au final, est un mélange extrêmement positif pour le territoire, son attractivité, son développement. En 30 ans, le périmètre géographique du Grand Chalon a évolué de la plaine de la Saône à la vallée de la Dheune. Communauté de communes, puis communauté d'agglomération Chalon-Val de Bourgogne, l'agglo devient le Grand Chalon en 2003. Dans le même temps, l'intercommunalité s'est également dotée de nouvelles compétences. Progressivement, le Grand Chalon rentre dans notre quotidien et un véritable esprit communautaire se construit. Il faut savoir qu'au début, les compétences de l'agglo étaient quand même relativement limitées. C'était les zones d'activité, c'était les questions d'environnement, de ramassage des ordures, de déchetterie. Bon, c'était le début, donc c'était peut-être plus facile que si on avait voulu tout manger d'un coup, bien entendu. Tous les habitants de la côte chalonnaise ou de la plaine sud viennent à Chalon, ont été à l'école à Chalon, vont au théâtre à Chalon, vont au sport à Chalon, même si dans chaque commune, il y a beaucoup de services rendus que l'agglomération d'ailleurs peut faire évoluer également. Tout ça se fait dans un projet global, mutualisé, partagé. Si ce n'est pas partagé, ça ne peut pas fonctionner. L'intercommunalité, c'est un combat de tous les jours pour essayer de montrer ce qui est ou ce qui revient de la responsabilité de l'intercommunalité et pour ce qui nous concerne du Grand Chalon. Donner de nouvelles compétences, c'était forcément rentrer dans un quotidien des habitants encore plus, j'allais dire, intime. Lorsqu'on est sur la petite enfance, lorsqu'on est sur les choix culturels, sportifs, l'eau, etc., ce sont des choix beaucoup plus personnels, beaucoup plus intimes. Et je pense que ces éléments ont fait naître un esprit communautaire, mais je serais surpris si on me disait qu'aujourd'hui, cet esprit communautaire est aussi facile à faire vivre au quotidien qu'on ne le fait dans une commune, quelle que soit d'ailleurs la taille de la commune. Les gens demandent qu'on travaille ensemble. Pour moi, c'est clair. Je pense que les gens veulent qu'on travaille ensemble à l'échelle des 51 communes. L'eau au robinet, la collecte des déchets, déposer les enfants à la crèche, c'est pas un truc lointain.
c'est du concret quotidien. Mais, et d'ailleurs on a toujours insisté sur ça dans la gouvernance de l'agglomération, les élus municipaux sont le premier maillon de la chaîne. C'est eux que les gens voient le matin à l'entrée de l'école, c'est eux que les gens voient dans les fêtes de quartier, dans les rencontres associatives. Et donc, il faut qu'on crée ce lien qui est indispensable entre les 850, je crois, conseillers municipaux du Grand Châlons et l'agglomération pour que le lien avec l'habitant se fasse du mieux possible. Moi, il y a quelque chose qui sera toujours un combat. Je ne veux pas que les élus municipaux disent c'est pas nous, c'est l'agglo, ou c'est eux. Non, le Grand Châlons, c'est nous. Notre slogan, c'est « Nous sommes le Grand Châlons ». Et donc, les élus municipaux doivent être associés à l'action du Grand Châlons du mieux possible. Je pense justement qu'une intercommunalité forte, ce sont des communes fortes. Et qu'une intercommunalité faible, ce seront des communes faibles, car elles vont à l'inverse du slogan ou de l'idée que l'union fait la force. La désunion, c'est la faiblesse, et l'union, c'est la force. Chez nous, au travail, dans les transports, pour nos loisirs, nous vivons tous le Grand Châlons tous les jours, souvent sans même nous en apercevoir. Et si l'on devait faire la liste de tous les projets menés par la communauté d'agglomération depuis 30 ans, elle nous donnerait certainement le tournis. Parmi les compétences du Grand Châlons, le développement économique, l'emploi, la formation, l'enseignement supérieur ont toujours été au cœur des préoccupations des exécutifs successifs. Il faut savoir que dans les années 80, la région de Châlons avait beaucoup souffert du phénomène de désindustrialisation, avec en particulier la faillite de Creusot-Loire, qui a été dans la région, on ne s'en souvient plus maintenant, mais un traumatisme considérable. Donc un des axes forts de ce que j'essayais de faire depuis 1983, c'était de faire venir des entreprises et de renouveler le tissu industriel. Et donc c'est à partir de là qu'on a senti la nécessité d'une politique d'agglomération, avec en particulier les aménagements des grandes zones industrielles, en particulier au sud de Châlons, où a pu se développer toute la logistique. Et donc il fallait créer une solidarité à la fois économique et fiscale à travers le partage de la taxe professionnelle à l'époque, pour qu'on soit cohérent. Et qu'il n'y ait pas une concurrence idiote entre communes pour piquer telle entreprise plutôt qu'elle vienne là plutôt qu'ailleurs. Il fallait qu'il y ait une stratégie tout entière orientée vers simplement le succès de faire venir dans l'agglomération des emplois nouveaux. Et c'est à partir de là, bien sûr, que les choses se sont construites. Aménager des zones d'activité, conforter les entreprises existantes, favoriser l'implantation de nouvelles, un exercice délicat, surtout quand un géant disparaît. C'était un choc assez terrible parce que d'abord on n'y était absolument pas préparé. On voyait bien que les choses dans la photographie changeaient, mais on n'imaginait pas cela. Et quand le président à l'époque Martel m'a demandé rendez-vous, je venais d'arriver à l'agglo, moi, je venais d'être élu président, et il me dit comme ça froidement, dans un an, l'usine est fermée. Et là, tout de suite, dans ma tête, d'abord des chiffres se sont empilés. Le problème humain, 2200 personnes, tous les sous-traitants derrière. Le problème financier, une grande part de la taxe professionnelle de l'agglomération, donc des ressources de l'agglomération. C'est comme quand on a un accident, on est sur le moment abasourdi, puis après, il faut bien sûr faire face. On s'est mis autour de la table avec certains,
et notamment avec certaines collectivités et puis l'État, bien sûr, pour réfléchir et tout de suite essayer d'inventer un nouveau modèle. C'est là où on a imaginé le campus industriel. Et à côté de ça, on a commencé de parler de la réserve foncière de Kodak parce qu'on avait bien compris qu'il y avait une voie de développement très importante pour l'agglomération avec ses 100 hectares qui étaient très très bien placés. C'est un exemple. Moi, j'étais député à l'époque. On me disait, mais comment c'est possible qu'une entreprise ferme comme ça, qu'il n'y ait pas de conflits sociaux trop importants, qu'on n'en parle pas sur le plan national? Et je leur disais, mais surtout, je ne veux pas qu'on en parle sur le plan national. Parce que on va faire des combats perdus d'avance, on va crisper tout le monde, et pendant ce temps-là, on ne construira pas l'avenir. Et je pense que c'est ce parti pris, ce pari qui a été gagné, de mettre tout le monde autour de la table, d'avoir Kodak au milieu, de dire maintenant comment on fait. Je vois bien comment, finalement, le fait que nous ayons pu mettre des moyens pour attirer les entreprises nous a permis de nous distinguer. Si nous n'avions pas acheté les terrains Kodak, je pense que nous aurions eu beaucoup plus de mal à être attractifs, parce que c'est la cohésion de cette zone, la cohérence, la puissance qu'elle représente lorsque vous regardez la ligne entre Paris et Lyon, la puissance que ça représente, qui malgré tout fait une part de son attractivité. Ce sont des moments forts de bascule d'un territoire. Et c'est une bascule qui globalement a été réussie et derrière les choses se sont enclenchées. Je crois que c'est vraiment le développement de cette zone la belle illustration de la continuité. Dominique Juillot avait bien commencé les choses, je pense les avoir portées sur des fonds solides. Sébastien Martin pousse ce développement économique. Finalement tout ça, c'est très bon pour le territoire. Le DevEco, moi j'en ai fait la priorité numéro 1 du Grand Chalon à la premier jour, première minute de mon mandat de 2014 et ça se poursuit encore aujourd'hui. Le levier de développement numéro 1 de ce territoire, c'est le développement de ses entreprises, c'est le développement de son industrie. Ça a toujours été comme ça dans son histoire et ça le restera encore des années. On a plein d'autres leviers de développement, notre attractivité touristique, notre attractivité résidentielle, la qualité de nos équipements culturels. Tout ça, ça participe à ça, c'est une évidence. Et on en a besoin. Notre viticulture, notre agriculture, c'est une évidence. Mais on est un territoire qui est marqué par l'industrie, qui est marqué par la présence d'entreprises fortes et depuis 2 siècles. Nos territoires dits intermédiaires comme le Grand Chalon, depuis des années, on a la chance, on a un IUT, on a l'ENSAM, mais il en faut plus. Il en faut plus, certes pour accompagner nos entreprises, mais aussi pour garder nos jeunes sur le territoire. Si demain, on veut accueillir encore de nouvelles entreprises, il faut qu'on ait les outils de formation d'enseignement supérieur qui vont avec. Donc, je crois que dans les années qui viennent, on va continuer là-dessus, on va se focaliser encore plus sur l'enseignement supérieur, la formation pour garder nos jeunes ici sur le territoire. Je crois que le dernier sujet, c'est continuer à être cette force collective. Vraiment continuer à être cette force collective. En tout cas, moi, je me battrai toujours pour faire en sorte que l'on emmène nos 51 communes dans cette vision du développement du Grand Chalon. Je le dois à ceux qui étaient là avant moi, qui ont été présidents de l'agglo et qui ont toujours eu ça à l'esprit. Et je souhaite que pour les générations futures aussi, on garde cette force du collectif, cette force de faire ensemble et cette force du commun qui nous permet de répondre à tous les enjeux qui se présentent et qui sont majeurs pour notre territoire. Le travail qui se fait au jour d'aujourd'hui, c'est les héritiers des équipes qu'on a conduits à sur cette voie-là pour en arriver à ce point de l'agglomération bien développée et où il fait, me semble-t-il, bon vivre, où j'ai toujours plaisir à y vivre, en tout cas en ce qui me concerne. Chalon-sur-Saône, l'agglomération est effectivement restée quelque chose d'assez familial et quelque chose de modeste dans la démarche, mais
c'est bien l'esprit bourguignon, ça. C'est-à-dire que, bon, on est dans le concret, on respecte les opinions des uns et des autres, le consensus politique est relativement facile à trouver en général, et c'est ce qui permet de bien travailler. Dans toutes les missions que j'ai faites dans ma vie, quelle qu'elle soit, président de l'agglo, pour moi, c'est la meilleure, parce que c'est la plus enrichissante. Parce que c'est un endroit où on réunit les gens, où on a des projets collectifs, où on entraîne, on fédère, avec beaucoup d'humains dedans, beaucoup de proximité. Sur ce qui est le cœur finalement de mission d'une intercommunalité comme le Grand Chalon, il y a beaucoup de poursuites, beaucoup de continuité. Mais je pense que globalement, ouais, le territoire a eu la chance d'avoir, alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais des personnalités qui ont fait passer l'intérêt général avant l'intérêt individuel de chacune et de chacun. À Chalon, les gens ne vous demandent jamais si vous êtes d'ici, mais d'où vous venez. Et je pense que ça veut dire quelque chose. Je pense que ça veut dire qu'on a un territoire qui ouvre les bras. Je pense que ça veut dire qu'on a un territoire qui sait qu'on peut s'enrichir des autres. Et je pense que c'est un territoire qui, justement, parce qu'il sait qu'il peut s'enrichir des autres, qu'il a cette capacité d'accueil, eh bien, qu'il est capable de relever de nouveaux défis, parce qu'il n'est pas renfermé. On n'est pas un petit territoire, on n'est pas la deuxième division. On joue dans la première division en Bourgogne-Franche-Comté. Je ne sais pas au niveau national, je ne veux pas être présomptueux. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, on joue en première division. Ce territoire, il a toujours été un poumon économique, un poumon industriel. Il doit faire envie, il fait envie. Et en tout cas, moi, ce que je veux, c'est qu'il continue à faire envie. C'est qu'ailleurs, en Saône-et-Loire, on dise ça bouge dans le Grand Chalon, ça bouge à Chalon, avec les maires, avec l'ensemble des élus. Moi, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Je veux qu'on soit en première division, qu'on reste en première division et qu'on continue à marquer des points.